j'étais passionné de cinéma parce que mon oncle m'avait donné un petit projecteur Bell et Howell. J'étais en 16 mm, je regardais des films que je trouvais comme ça, etc. Puis un jour, je faisais du vélo dans le quartier, etc. Puis un jour, à Courbevoie, je vois un type qui rentrait des bobines de films 35 mm dans son jardin. Donc je m'arrête, je pose des questions, etc. Il me dit ah, non, non, mais je fais ça, moi je suis payé, il y a un huissier qui vient, je donne des coups de hache dans les bobines, et puis ça repart pour refaire de l'argent, etc., de l'argentique des pellicules. Et donc, un jour, bon, on devient un copain, etc. Je lui achète des films, etc. Je fais une petite salle de cinéma au dernier étage de ma maison à Asnières, chez mes parents. Et j'achète un super simplex américain, je mets une petite lampe à iode, machin, etc. Je fais un écran cinémascope, j'achète tout le kit pour faire une salle de projection. Et un jour, je vais comme ça, un samedi, là-bas, pour acheter des films. Et puis il me dit, ah, au fait, tu m'as pas dit, il s'appelait Georges Muller, là. Tu m'as pas dit que tu faisais des études de son, etc. Je dis si, pourquoi? Il dit, je vais te présenter quelqu'un. Il y avait un mec avec un chauffeur, un camion, etc. Il achetait des films. Il dit, je te présente Léon Cabat, président des disques Vogue. Alors, on se parle, etc. Et puis, il me dit, vous faites quoi? Alors, je lui dis, je fais des études de son, images, etc., aux arts et métiers. Il me dit, venez me voir lundi à Villetaneuse. Je vais le voir lundi. L'après-midi, il me dit, vous commencez tout de suite au studio Vogue, rue d'Hauteville. Et j'ai commencé là. C'est là que j'ai rencontré aussi Claude Peter-Flamme, qui était déjà là. Et donc, j'ai commencé donc, avec les Charlot, Dutronc, Antoine, Pierre Perret, enfin, voilà. Après l'armée, je rentre à Europe 1. Ouais, j'étais à l'antenne, en direct, quoi, voilà. Et rue François 1er. Normalement, j'étais pris pour l'été, simplement. Et un jour, je me fais démarcher par IP, qui était rue du Colisée, qui était la régie d'RTL, pour faire des pubs et de la musique, etc., et la musique de pub. Donc, il m'offrait le double de ce que je gagnais à Europe 1. Je dis, au revoir, Europe 1, merci. Et j'ai traversé la rue, et les Champs-Élysées, et donc je suis allé à rue du Colisée, et je suis resté 8 ans là-bas. Au bout de 8 ans, ils arrêtent les studios de musique. Et donc, ils me disent, voilà, on vous donne de l'argent, vous partez, si vous voulez acheter le matériel, on vous le fait à moitié prix. Je dis, on va faire tout ça. Je vois Estardi, et il me dit, au fait, tiens, j'ai un local que je viens de finir, son fameux local rue Marcadet, parce que lui, il était rue Championnet, CBE, c'était rue Championnet, il était associé avec Georges Châtelain, exactement. Et donc, il me dit, si tu veux, je te loue le local. On a câblé tout le studio à Marcadet rue du M, là. Et ça a pris un bout de temps quand même. Et on avait une chambre d'écho naturelle qu'on avait construite en bas. Et c'est donc là que j'ai commencé en 79. Premier client, c'était... j'avais déjà fait tous les albums de Philippe Châtel quand j'étais à IP, j'ai oublié lui. Et donc j'ai fait Émilie Joly, le premier, le deuxième s'est fait ici. J'ai fait le premier album, 2,5 millions de double album. Voilà. Et j'ai commencé, c'était pour RCA à l'époque, je crois, c'est ça, je crois que c'était RCA. Et là, il y avait tous les artistes que vous connaissez. Il y avait Julien Clerc qui chantait le truc, il y avait Eddie Mitchell, Woolsey, Souchon, Sylvie Vartan, enfin bon. Et tout le monde venait dans ce petit studio qui était grand ou pas? Il était assez grand, il était assez grand, oui. Et oui, et puis alors, toujours la même année, j'ai eu le groupe Yes pendant 2 mois quand même. Je suis resté 3 ans. 3 ans. 79, 80, 81, et en 82, je me suis installé ici.
Parce que j'ai acheté le local. Ouais. Ouais. Et donc le local, je l'ai trouvé sur le Figaro. Et quand j'ai appelé l'agence, ils m'ont dit non, c'est ouvert, il y a une porte en bois, mais elle n'est pas fermée. C'était de la terre par terre, il y avait juste les murs extérieurs. C'était un atelier, je ne sais pas ce que c'était exactement. Il y a eu tout le monde, il y a eu Gainsbourg, il y a eu Eddy. Maintenant, c'est beaucoup moins soutenu, hein, c'est sûr. Hein. Là, on ne travaille pas tous les jours. Ouais. Mais avant, on travaillait jour et nuit. Les gens, ils s'attendaient comme ça pour entrer ici, quoi. J'étais comme ça, j'étais en train de parler à quelqu'un, j'ai vu Georges Martin rentrer là, sans rendez-vous, sans rien. J'ai raccroché, je sais même plus à qui je parlais. Je suis descendu, il dit « Cher Georges Blumenfeld », je dis « Right in front of you ». Il était venu là, il me dit « Je suis là avec ma femme, est-ce qu'on peut visiter ? J'ai 4 titres à faire avec mes musiciens anglais ici, parce que mon studio à Londres est pris. » Air Studio, et je vais enregistrer 4 titres avec Kenny Rogers, l'américain qui a ses propres studios Lionshare Recording à Los Angeles, sur First Street. Et là, il me dit bon, ça me va très bien, il regarde le studio, c'est ça me va, etc. Et donc on fixe les dates, etc. Il me dit je prends la semaine du temps à temps, et tous les soirs, les musiciens nous jouaient des Beatles. C'était fantastique. Ouais. Un mois et demi après, il m'appelle de Los Angeles, il m'appelle pour me dire Georges Martin veut vous parler. Je dis putain, il y a quelque chose, il y a un problème sur les bandes, il y a quelque chose, parce que je vois pas pourquoi il m'appelait, quoi. Et donc il m'appelle, il me dit voilà, tout s'est bien passé, on est en train de mixer, etc. On voulait avoir tous les noms exacts pour mettre sur la pochette, etc., qu'on fasse pas d'erreur. Voilà. Est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un de aussi classe que ça? Non. C'est impensable, ça. Ça, c'est impensable. Une autre histoire, quand même, qu'il faut signaler, c'est un jour, quand j'étais encore à l'autre Marcadet, j'enregistre... enfin, il y a quelqu'un qui vient me voir, un serrurier du 18e, Jean-Pierre Grosse, à rue Lamarck, qui a une serrurerie qui s'appelle CFS, qui me dit voilà, j'ai enregistré un live de Didi Bridgewater, est-ce que tu peux faire le mixage de... Je dis oui, il n'y a pas de raison, si c'est bien enregistré, je peux mixer. Donc je mixe ça, puis bon, il fait un succès, etc. Puis quelques mois plus tard, il vient me revoir, il me dit voilà, je vais faire un duo avec Ray Charles parce que je suis copain avec Ray Charles et je cherche une chanson parce que Ray Charles ne veut pas faire la chanson. Alors je lui dis écoute, j'ai une idée, il me dit si tu connais quelqu'un qui est un bon compositeur, qui fait un truc pianistique, etc. Je dis écoute, j'ai une idée, je vais appeler Pierre Papadiamandis. J'appelle Pierre Papadiamandis qui a fait pratiquement tous les tubes d'Eddy. Et il me dit Georges, je t'aime bien, tu sais, on travaille ensemble, mais tu sais qu'il dit, il ne veut pas que je travaille pour quelqu'un d'autre, même pour Johnny. Et il me dit, et en plus, ton copain, le serrurier du 18e, qui te dit ça, j'ai l'impression quand même que ça semble un peu gag, quoi, tu vois. Je dis non, il a l'air sérieux, tu sais. Il me dit qu'il a rencontré Ray Charles, il s'occupe de ses affaires, etc. J'ai mis à peu près plusieurs mois à ce qu'ils se parlent tous les deux. Et je dis, un jour, Pierre m'appelle, il me dit, écoute, à tout hasard, j'ai un truc, j'ai proposé une chanson à Eddy, ça ne l'intéresse pas, il me dit c'est pas pour moi, il me dit t'en fais ce que tu veux. Bon, et il dit envoie-moi la maquette. Il m'envoie la maquette. Donc je fais écouter à Jean-Pierre Grosse. Jean-Pierre Grosse me dit mais c'est exactement ça, je vais envoyer à Ray Charles, je fais une copie, je lui envoie à Ray Charles. Et Ray Charles il dit c'est ce titre-là que je veux.
titres que vous connaissez, Precious Things, etc. Il a fait 3-4 titres avec... voilà. Et tout ça, c'est raconté dans un livre qu'il a écrit, Salut, Ray, mon ami. Le serrurier. Le serrurier.